Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. J'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. Aujourd'hui, on parlera de la crise qui existe entre les États-Unis et le Venezuela, avec le problème qui tourne autour de Nicolás Maduro. N'étant pas spécialiste en politique, je laissais le soin aux politiciens d'en parler, mais aujourd'hui on parlera essentiellement de jeux économiques parce que ce domaine nous concerne particulièrement et c'est le domaine dans lequel je me sens beaucoup plus à l'aise. Vous allez vous rendre compte que pendant que les gens en parlaient, je ne disais rien parce que j'observais. Je ne voulais pas m'hasarder quelque part où je n'avais aucune maîtrise. Surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent, qui prennent ce que nous disons en considération. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous demande de rester jusqu'à la fin parce qu'on parlera des choses assez pertinentes, des choses terre à terre, des choses qui nous concernent d'une façon proche ou moins, un peu plus éloignée. Vous allez comprendre pourquoi il est essentiel de ne pas lire un événement sur le plan politique, voire le revers économique derrière toute action entre les États. Parce qu'il faut le dire, la seule relation qui existe entre les États, c'est les relations économiques. C'est la raison pour laquelle je m'épargne ou bien je me fais violence de ne pas parler de la partie politique, mais essentiellement de la géoéconomie. Je vous reviendrai avec quelques exemples pratiques en donnant quelques noms pour que vous puissiez bien comprendre. On va commencer par l'entreprise Alstom, qui a été condamnée en 2014 à une amende record de 772 millions de dollars, soi-disant pour corruption d'agents publics. Dans cette condamnation, on disait qu'ils ont corrompu les agents en Afrique et en Asie. On prendrait également le cas de Total, qui est aujourd'hui Total Energy, qui a connu une enquête de pression et des pressions au niveau des États-Unis concernant des pratiques liées à des contrats dans certains pays où les États-Unis avaient déclaré des sanctions, en l'occurrence l'Iran. On doit se demander, mais pourquoi la société Total qui va faire des affaires avec l'Iran se retrouve sanctionnée par les États-Unis, soit disant qu'elle a sanctionné l'Iran. On va prendre le cas de LVMH, une entreprise bien prospère qui est spécialisée dans le luxe, se retrouver dans une situation extrêmement dangereuse avec une surtaxation du côté des États-Unis. On prendrait également le cas de Schneider Electric qui a également été poursuivi dans le cas de FCPA qui est l'agence de non-corruption et elle se retrouvait en train de payer des amendes inimaginables pour des actes de corruption. On va prendre également Veolia, Suez, une entreprise des services qui ont, sous le coup des enquêtes américaines, été victime d'une grosse sanction parce que, soi-disant, elle commerçait avec l'Iran. Ça ne s'arrête pas là. On a le cas de Sanofi qui a été mentionné pour financement des campagnes politiques aux États-Unis, soutenant les républicains et des investissements massifs suscitant des tensions. Voilà l'entreprise Sanofi qui est sanctionnée pour avoir financé la politique américaine. On a également le cas de la société Airbus qui a été soumise aux audits et des pressions concernant le programme de corruption présumé des cadres de contrats d'aménagement, d'affaires et des commissions. Il faut comprendre que lorsqu'on attaque Airbus, on cherche à privilégier automatiquement Boeing. On va remonter également au CAC 40 qui est en général plusieurs groupes comme Danone, Carrefour ou Engie qui ont été concernés par des enquêtes américaines sur des pratiques de corruption, de violation des sanctions économiques, bien des détails qui ont été utilisés par les Américains afin de déstabiliser ces différentes entreprises. Nous allons prendre deux autres cas très pertinents pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on voulait parler ici. Le cas BNP Paribas. BNP Paribas a écopé d'une amende de 8,9 milliards de dollars en 2014 pour avoir violé les sanctions américaines en traitant directement avec des pays comme le Soudan, l'Iran et Cuba, des pays qui sont sous sanctions américaines. On va se poser la question, en quoi les États-Unis se sentent concernés si une entreprise française se retrouve en train de faire des affaires avec une autre entreprise qu'elle a sanctionnée? Est-ce que cette sanction ne concerne pas exclusivement les entreprises américaines? En quoi des entreprises françaises se retrouvent dans cette posture? Pour finir dans ce cas, pour ne pas être exhaustif, le cas de Société Générale qui a payé des amendes pour avoir traité dans la même transaction ou bien dans le même esprit que le BNP Paribas. On se retrouve dans une posture où
La majorité des entreprises qui ont été citées ici sont des entreprises françaises. Nous avons fait exprès de nous limiter avec des entreprises françaises pour que vous puissiez bien comprendre. Comment se fait-il que des entreprises qui se retrouvent en train de faire des affaires avec un pays qui est soumis aux sanctions américaines se trouvent pénalisées? Est-ce que ces entreprises appartiennent aux États-Unis? Est-ce que c'est des entreprises américaines? Aucun non. Mais ils s'octroient le droit de pénaliser ou bien de sanctionner une entreprise, fût-elle indépendante ou privée, pourquoi même pas parapublique, pour avoir violé des sanctions. C'est-à-dire que ces sanctions concernent tous les pays du monde ou c'est essentiellement les entreprises américaine. Et il faut retenir quelque chose de très important. La majorité des entreprises que nous avons citées ici, c'est des entreprises qui sont généralement en concurrence directe avec les entreprises américaines. Lorsque les États-Unis vont lever ce genre d'enquête et sanctionner sur le plan international, au niveau des audits, ça devient compliqué pour les entreprises françaises de faire face aux entreprises américaines lorsqu'elles sont sur un marché d'appel d'offres. En prenant le cas d'Airbus, lorsque Airbus ira sur un marché soumissionné à un appel d'offres, par exemple, disons le cas de la Chine, dans le dossier de Airbus, on aura déjà un cas de sanction. Ça devient un désavantage pour l'entreprise et Boeing prend le dessus. Pour dire que c'est stratégique à tous les niveaux. Lorsqu'on a compris ceci, je vais vous donner maintenant ma lecture du cas Maduro. Il est important de savoir que le président Maduro avait signé plusieurs accords avec certains États. Et la première chose qui condamne pratiquement Maduro, c'est que les États-Unis veulent maîtriser les réserves pétrolières de ce pays. Parce qu'il faut comprendre que le Venezuela possède les premières réserves mondiales prouvées en pétrole brut. On parle environ de 3 milliards de barils de pétrole. Les enjeux sont clairs. Les raffineries du Golfe du Mexique, c'est-à-dire le Texas et Louisiane, sont techniquement configurées pour traiter le pétrole lourd du Venezuela. Et l'objectif géoéconomique derrière, c'est d'évincer Maduro, qui va permettre au pétrole vénézuélien de pénétrer sur le marché américain via Washington et ainsi réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis du Moyen-Orient, parce qu'il faut le dire, le Moyen-Orient est de plus en plus en train de se détacher et se rallier du bloc chinois, indien, russe. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains, pour anticiper, comprenant que ça peut devenir compliqué d'un moment à l'autre, vont automatiquement chercher à mettre la main sur les hydrocarbures du Venezuela. La deuxième configuration, qui est typiquement une influence eurasiatique entre la Chine et le Venezuela, passant par la Russie, c'est très simple. Le Venezuela est devenu le point d'ancrage de la Chine et de la Russie en Amérique latine. C'est île qui était à un moment donné la chasse gardée des États-Unis. Selon la doctrine Monroe, le Venezuela commençait déjà à se détacher et trouvait des partenaires ailleurs, ce qui devenait un danger pour les Américains, bien évidemment. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on arrive au niveau de la dette, on comprend que le Venezuela doit des milliards à la Chine et tenez-vous tranquille, ces milliards sont remboursés en pétrole. On arrive également au niveau du soutien militaire. Quand les Vénézuéliens se sont rendus compte que les États-Unis étaient prêts à tout, le Venezuela se dirigeait automatiquement vers la Russie pour commencer à signer des partenariats militaires, mettant en marche l'OTAN. L'enjeu derrière est simple: neutraliser Maduro, c'est couper le pont financier et logistique de ces puissances rivales sur le continent américain. Vous comprenez que l'immobiliser devient un avantage pour les États-Unis, un moyen de déstabiliser les pays tels que la Chine. Parce que la question qu'on doit se poser derrière, c'est si dans le contrat, ou bien si les affaires, ou bien les transactions qui existaient entre le Venezuela et la Chine étaient payées en pétrole, comment ça se fera si Maduro est tombé? Si le Venezuela se trouve en capacité de gérer ses ressources naturelles ou bien ses ressources pétrolières, c'est tout simplement pour mettre Caracas et la Chine en conflit et chercher à déstabiliser la Chine, bien évidemment, puisqu'elle n'aura plus d'hydrocarbures en compensation. Et la troisième, c'est la partie de la guerre de la monnaie. Il faut comprendre que dans le circuit financier, Maduro et le Venezuela avaient tenté de contourner le dollar américain en mettant sur pied le pétrole. Le pétrole qui était une tentative de créer une crypto-monnaie adossée aux ressources naturelles. Parce qu'il faut comprendre que les matières premières, ou bien la finance est généralement adossée à une ressource certaine. Vous pouvez adosser
votre devise soit sur l'uranium, sur l'or, sur le pétrole. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on arrive dans les pays du Golfe, ils sont développés avec de très bonnes monnaies parce qu'ils avaient des ressources naturelles. Et étant donné que les États-Unis avaient décrété certaines formes de sanctions vis-à-vis du Venezuela, il a essayé de contourner le pétrodollar pour créer le pétro qui devait être une crypto-monnaie adossée aux hydrocarbures, ce qui devait être un très gros coup. Et il faut noter que ce n'est pas quelque chose d'anodin. La crypto-monnaie n'est pas tournée, la page autant pour moi. Maintenant, on arrive au niveau de la dédollarisation. Il faut comprendre que les transactions qui se passaient entre le Venezuela, la Russie, l'Inde, la Chine ne se faisaient plus en dollars. Ça se faisait en yuan, en rouble ou en roupie. Ce qui devient un très gros coup pour ceux qui essaient de se rapprocher du Venezuela. Et maintenant, il faut comprendre que les enjeux derrière sont très simples. Maintenir l'hégémonie du dollar qui est vital pour l'économie américaine, où tout pays qui tente de sortir du SWIFT est automatiquement déstabilisé parce que le SWIFT reste l'arme de guerre économique entre les mains des États-Unis. Vous allez comprendre ici que Maduro n'avait pas d'autre choix. Il devait absolument tomber. On arrive dans une posture où, chaque fois que les États-Unis se sentent menacés, ils mettent celui qui essaie de lever la tête hors d'état de nuire. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous arrivez dans notre économie, vous allez voir que la majorité des entreprises qui ont été citées au début de cette vidéo ont eu affaire avec certains États en dollars. Et le simple fait que leur dollar est intervenu dans des transactions à l'international avec des pays sous sanctions, ils estiment que vous avez violé leurs lois. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous-mêmes chez nous, vous verrez, nous ne fixons jamais nos prix en dollars, nous fixons toujours en euros parce que c'est quelque chose que nous avons compris depuis longtemps. Que le dollar américain, c'est une monnaie qui est comme à la limite un piège. Dès que vous utilisez leur monnaie, vous vous retrouvez sous les sanctions. Et ça devient le plus gros souci aujourd'hui parce que les États sont en train de sortir carrément du dollar. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'une des meilleures solutions qui existent à travers le monde, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est l'axe Russie, Chine, Inde, par la transaction Hong Kong. Parce que le dollar hongkongais n'est pas rattaché à la Chine. Le dollar hongkongais est rattaché, est une monnaie typique à Hong Kong. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sur le plan géoéconomique, de plus en plus d'entreprises à travers le monde sont en train de créer leur succursale du côté de Hong Kong pour fuir l'hégémonie du dollar américain. Et c'est l'une des raisons qui fait le plus peur aux Américains. Parce qu'ils sentent que leur pouvoir est en train de s'effriter et leur royaume ou bien leur empire est totalement en train de tomber. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai pourquoi le modèle chinois n'est pas un modèle à copier. Pour que l'Afrique se développe, on n'a pas besoin de copier le modèle industriel chinois. Au contraire, on doit plutôt chercher à copier un système au lieu de copier l'industrie. Parce que les peuples ont leur histoire, les peuples ont leur réalité. On ne peut pas transposer une usine d'un pays pour un autre sans transposer les techniciens ou les ouvriers de cette usine. Est-ce que lorsqu'on ira en Chine acheter une usine, acheter les appareils pour venir installer en Afrique, on vient avec les techniciens ou c'est les techniciens africains qui travailleront dessus? Je vous expliquerai ça dans une vidéo pour que vous puissiez bien comprendre depuis les questions. Les amis, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris que la nécessité qui existe autour de la finance reste la clé. Malheureusement, dans notre écosystème, à travers le monde, on nous a toujours éloignés de la partie financière des transactions, nous envoie vers la partie logistique, où on parlera des matériaux, où on parle du matériel, et nous poussons toujours à aller acheter des engins. Sachant que lorsque ces engins rentreront à des études, on sera obligé d'aller racheter de nouveau. Pourtant, le meilleur système, c'est de comprendre comment marche l'économie mondiale, comprendre comment déplacer les flux sur le plan international. Et une fois qu'on a compris ça, vous êtes derrière une stratégie où ce ne sont que des chiffres qui doivent se déplacer, des terminologies. Et malheureusement, on ne nous a pas montré cela parce qu'il y a de bonnes guerres. Il faut qu'on nous maintienne dans un état d'esclavage, dans un état de servitude. On a également constaté dans notre écosystème qu'il y a de plus en plus de personnes qui parfois se marient et une fois qu'il y a eu divorce, ils perdent tout. La femme récupère tout avec les enfants. C'est pourquoi dans l'intermédiation financière, il existe des mécanismes, il existe des clés qui peuvent vous montrer comment vous pouvez être dans une situation soit matrimoniale ou bien étant un entrepreneur. Vous avez votre patrimoine, vous transmettez ce patrimoine de votre vivant et rien ne se passe. Vous pouvez avoir également votre patrimoine et que personne ne peut prendre ce patrimoine, que ce soit l'État, que ce soit les juridictions.
personne ne peut le prendre parce qu'il existe des mécanismes très simples, pratiques qui se mettent sur pied. Malheureusement, les gens ne connaissent pas comment ça marche. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre sur pied cette causerie sur l'intermédiation financière où nous partagerons autour d'un dîner ces astuces et secrets. C'est une causerie qui tourne autour des personnes qui ont compris comment fonctionne le monde, qui veulent appartenir à ce réseau très fermé d'intermédiaires financiers que nous avons mis sur pied. Et par la suite, si vous êtes intéressé par l'intermédiation financière, vous voulez intégrer notre groupe privé, le plus grand groupe d'intermédiaires financiers, surtout avoir accès à mon carnet d'adresse. Un carnet d'adresse que j'ai pris plus de 20 ans pour le construire. Nous avons laissé encore jusqu'au 31 janvier 2026 notre Black Friday. C'est dit, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif. Vous aurez accès à nos différentes formations. Vous avez une réduction jusqu'à 70% sur le coût normal de la formation. Ensuite, vous apprendrez comment être intermédiaire financier et bénéficier de cette manne qui existe. Si vous avez en plus de moyens, vous avez la possibilité de nous retrouver du côté de l'île Maurice du 26 au 29 mars 2026 dans le cadre de notre tourisme entrepreneurial qui parlera essentiellement de l'intermédiation financière. Vous allez comprendre que nous mettons beaucoup l'accent sur l'intermédiation financière parce qu'on a compris que c'est la clé de l'économie mondiale. Si vous avez un projet dans l'intermédiation financière, nous aurons la possibilité jusqu'au 31 janvier 2026 de faire votre consultation gratuite au lieu de 2 000 €. Vous faire comprendre de quoi il est question, comment vous pouvez orienter votre projet, comment vous pouvez travailler sur un dossier sur le plan international et par la suite, vous nous direz merci. Car c'est des informations qui sont si bien cachées que très peu savent de quoi il est question lorsqu'on parle de l'intermédiation financière. Sur ce, vous pouvez nous joindre au plus 237 698 68 45 97 ou joindre notre équipe de l'île Maurice au plus 230 57 13 48 87. Si vous voulez me parler directement, vous pouvez le faire via exclusivement Telegram sur mon numéro de Singapour au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de partager autour de vous, d'inviter les proches à comprendre que leurs questions lorsqu'on parle de l'intermédiation financière. Je vous aime. À bientôt. À la fière.